Bienvenue sur Oli et Thanato, le podcast inspirant qui parle de la mort et des deuils pour les vivants. Mais en réalité, ça veut dire quoi ? Dans mon approche, tout changement est considéré comme un deuil. Qu'il s'agisse d'un décès, d'une séparation, d'un licenciement, d'un burn-out, d'un accident ou d'une crise de sens, tous les types de deuil sont abordés ici sans tabou. Mon objectif est de vous transmettre des ressources et des réflexions pour appréhender toute notion de finitude dans nos vies. Partager le micro pour témoigner son vécu, décrypter un sujet d'actualité sous l'angle du deuil ou éclairer nos connaissances sur ces sujets, on peut vraiment dire que je parle de la mort et des deuils à toutes les sauces. Alors, qu'avons-nous au menu cette semaine ? Salut Delphine, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de t'accueillir pour cet épisode et de pouvoir partager ton témoignage et un petit bout de ton histoire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je te laisse te présenter de la manière dont tu le souhaites. Ok, très bien. Écoute, je suis ravie d'enregistrer avec toi, genre vraiment. J'attendais ça avec impatience, en fait. Je m'appelle Delphine. Je viens d'avoir 33 ans, l'âge de Balavoine. On adore les références. En fait, j'ai pas envie de dire l'âge du Christ. Du coup, j'ai cherché la dernière fois l'âge de Balavoine. Voilà. Donc l'âge de Balavoine et j'ai fait pas mal de trucs dans ma vie, professionnellement parlant. Et puis on s'est rencontrés. Il y a quoi? Il y a Ouais, un an et je dirais demi, ça, un an et demi, 2 ans. Parce que l'entrepreneuriat, c'est super. Donc voilà, et puis ça a accroché. Et en fait, quand t'avais mis, je crois que c'était en story, t'avais passé un appel à témoignage pour, je sais plus comment t'avais formulé ça, c'était le deuil. À la base, c'était par rapport à la fête des mamans avec un épisode Oui, qui n'arrivait pas à s'enregistrer. c'est ça. Et du coup, t'étais venue en me prêtant main forte en disant si tu veux, j'ai un témoignage Ouais, à t'offrir. exactement. L'épisode s'est fait et celui-là se fait aussi. Donc finalement, Du je coup, suis doublement gagnante. Mais ouais, non, et en fait, dans ce que t'avais partagé en story, tu disais que ça pouvait être effectivement le deuil suite au décès de la maman, mais aussi le deuil d'une relation. Et en fait, j'avais jamais vu la fin de ma relation avec ma mère comme un deuil. Et j'avais vachement cogité, j'en ai parlé ce matin d'ailleurs à la psy, où elle m'a dit que c'était très cool, que c'était aussi courageux de ma part d'en parler, parce que c'est pas évident, parce que et en fait, non, ça avait fait écho en moi, quand tu disais effectivement que c'était le deuil d'une relation aussi. Merci pour l'historique aussi et puis pour justement le sujet qui est le tien aujourd'hui. Est-ce que tu as envie de nous partager? Oui, c'est courageux et ça me fait écho à un épisode que j'ai enregistré avec Elodie où justement c'était le titre de cet épisode-là, en tout cas, c'était faire le deuil de ses parents encore vivants et que deuil égale décès dans la plupart des têtes, c'est en fait des gens et du coup vivant à côté, il y a un truc qui bug en fait et alors déjà la mort est un sujet tabou, mais alors le deuil et le fait de couper des liens avec des parents, c'est encore plus tabou parce que justement, je pense que, et tu m'arrêtes si c'est pas le cas, mais peut-être sur des personnes proches ou moins proches ou des connaissances, on t'a peut-être dit, non, mais c'est tes parents quand même, c'est ta mère, c'est pas très respectueux, c'est elle en plus, là, c'est la maman, donc c'est elle qui t'a mise au monde, est-ce que t'as bien réfléchi, t'es égoïste, j'imagine que tout ce genre de phrases, en fait, t'as dû les entendre. Est-ce que peut-être tu veux qu'on commence de là, en fait, parce On que peut commencer de avant là. de faire le deuil d'une personne, d'une relation, et donc là, on parle d'une relation qui peut encore, en fait, se maintenir, où la personne est encore en vie, il y a tout le cheminement avant d'arriver à cette prise de décision du deuil. Justement, est-ce que ces phrases ou ce type de personnes, tu les as rencontrées? Qu'est-ce que ça t'a fait? Et comment tu as pu gérer ça? Comment j'ai géré ça? Difficilement. Non, en fait, effectivement, j'ai déjà entendu tout ce genre de phrases, et notamment par des inconnus. Des gens qui m'étaient pas spécialement proches. Notamment, j'ai un souvenir très criant. Quand je travaillais au CHR, j'avais une collègue avec qui on devait aller à Paris pour je sais plus quoi. Et on était en train de prendre un café à la gare du Nord. Et vraiment, on attendait notre train. Et
je revois exactement la table où on était. Je sais comment elle était habillée, je sais comment j'étais habillée. Enfin, et on parle un petit peu parce qu'on n'avait jamais. C'était une collègue, mais on n'a jamais parlé de trucs un peu perso et tout. Puis comme dans beaucoup de conversations un peu bateau, tu demandes ta famille, machin et tout, et puis je finis par lâcher que je parle plus à ma mère. Et, euh, et elle a eu un, une attitude de recul vraiment, genre attends, je comprends pas comment ça tu parles plus à ta mère, enfin t'as qu'une seule mère, tu auras toujours qu'une seule, puis elle est toujours là, enfin et du coup, enfin je comprends pas, c'est hyper ingrat. Heu et et en fait, moi, c'est le genre de réflexion qui me met très en colère, qui me mettait très en colère. Peut-être encore toujours, je sais pas trop. Mais ça fait longtemps que j'ai pas entendu ce type de phrase, donc je sais pas. Mais en fait, à l'époque, ça me mettait vraiment en colère parce que, tu sais pas ce qui s'est passé et tu cherches pas à savoir. Et moi, c'est ça qui me enfin, qu'est-ce qu'elle en sait que ma mère était pas, abusive? Il y en a, des parents abusifs et du coup, tu mets un jugement sur ma situation parce que toi, ça te semble improbable. Et en plus de ça, elle était maman et donc en fait, elle se mettait à la place de ma mère en me disant: «Mais si un jour mes enfants me parlent plus». Mais en fait, un jour, si tes enfants veulent plus te parler, pose-toi les bonnes questions. C'est qu'il y a un truc qui a merdé quelque part. Et peut-être tu l'as pas fait exprès, peut-être que il y a plein de choses qui se sont passées dans ta vie. Je dis pas que c'est forcément ta faute et que t'es une personne machiavélique ou quoi que ce soit. Mais en fait, si un enfant, c'est mon avis, hein, si un enfant veut plus parler à son parent, c'est qu'il y a un truc fort qui s'est passé. Tu coupes pas les ponts juste parce que un jour la personne a pété de travers, quoi. Puis c'est pas une partie de plaisir. Enfin, je veux Non, dire, mais c'est ça, c'est hyper on sait difficile. à quel point les liens familiaux sont idéalisés aussi, idéalisés et sacralisés dans nos sociétés. Et je pense que si on avait tous et toutes la possibilité d'être dans une famille, je vais mettre ce terme-là, dans une famille aimante où ça se passe bien, où on a un certain bien-être et une sérénité, on n'aurait aucun intérêt. Enfin, je vois pas le but de couper une relation, à part si cette relation, elle nous amène alors qu'on l'appelle relation toxique ou autrement, mais qu'elle nous apporte, enfin, finalement du mal-être et de la souffrance. Et du coup, bah alors ça a été quoi, toi, justement, qui a motivé ta décision et ton choix? Justement, j'imagine qu'il doit y avoir une notion de protection ou peut-être de sécurité, de stabilité, peut-être mentale aussi, en termes de santé mentale. Qu'est-ce que tu as envie de nous partager sur l'avant, justement, qui t'a mené à ça? Mais en fait, moi, ça s'est fait en 2 temps. Alors, donc j'ai une grande sœur qui a 1 an et demi de plus que moi et un petit frère qui a presque 10 ans de moins que moi et ma mère a fait une grosse dépression postpartum, après la naissance de mon petit frère et à partir donc moi, j'avais 9 ans et à partir de ce moment-là, moi, j'ai commencé à voir, toute ma famille, très proche se déliter un petit peu. Parce que dépression postpartum qui a pas été suivie et cetera donc ça a engendré, pas mal de problèmes, relationnels, que ce soit entre, mes parents ou entre, ma mère et nous. Ça a été très compliqué ce moment-là parce que, ma mère a un besoin de domination, je pense, de contrôle, qu'elle a perdu à ce moment-là et donc pour essayer de reprendre le contrôle, elle a fait un truc, qui est un peu dégueulasse, c'est qu'elle a choisi un enfant à chouchouter et un enfant à bâcher et j'étais l'enfant à bâcher et donc tous les jours, quasi, c'était des petites réflexions, mais pas forcément des choses méchantes, mais en fait, c'est la répétition qui fait que, c'était devenu une atmosphère, vraiment hyper lourde où j'avais un peu peur de croiser ma mère le matin, parce que, je savais pas ce qui allait me tomber dessus, quoi et elle a jamais été, violente, physiquement, mais verbalement, beaucoup et hem et donc ma relation avec elle a commencé à devenir assez conflictuelle et l'enfant à chouchouter, c'était un peu ma sœur et Et bon, bah, c'est tout, elle a joué à pique-nique douille et ça a été moi l'andouille. Il y a pas de pendant longtemps, j'ai cru que c'était de ma faute. En fait non, pas du tout et donc quand j'ai eu 18 ans, donc on était en garde alternée, mes parents ont fini par se séparer, on était en garde alternée
Et donc, quand j'ai eu 18 ans, j'ai décidé de couper les ponts avec elle, du jour au lendemain. Et donc à l'époque, on habitait en région parisienne et moi, je suis revenue à Lille à ce moment-là pour commencer mes études. J'habitais chez mes grands-parents paternels et au bout de 6 mois, j'ai arrêté mes études, de médecine et je suis revenue habiter chez mon papa. Et entre-temps, mon petit frère avait grandi, tout ça, et il comprenait pas pourquoi je parlais plus à ma mère, à notre mère. Et en fait, j'ai jamais voulu lui expliquer ce qui s'était passé. Du coup, là, il va apprendre peut-être des trucs. Si jamais il écoute l'épisode, c'est OK maintenant, parce qu'il a eu le temps de se faire sa propre opinion. Et en fait, à l'époque, lui, il devait avoir quelque chose comme 10 ans. Et du coup, en fait, à 10 ans, t'as encore besoin de ta maman. Surtout que, beh, lui, ça allait avec elle. Donc en fait, j'avais aucune raison de lui raconter, c'était mon histoire avec elle et je voulais pas le mêler à ça. Je trouvais pas ça juste pour lui, en fait. Surtout qu'on était très proches, donc il aurait été un peu, le cul entre 2 chaises, et je voulais pas qu'il se sente obligé de choisir un camp parce qu'il y avait pas de camp à choisir, en fait. Et donc il me posait beaucoup de questions, donc j'ai essayé de lui expliquer que, bah, c'était tout, parfois on s'entendait pas avec les personnes et que c'était pas grave. Heu et puis dans le même temps, en fait, mon père m'a dit: «Écoute, heu, bah, c'est ta mère, tu en as qu'1 et peut-être que ce serait quand même intéressant, que tu refasses un pas vers elle, pour pas le regretter plus tard». Donc les 2 combinés, je me suis dit: «Bon allez, tout le monde a le droit à une deuxième chance et donc on retente le truc». Donc au bout d'un an et demi, je suis revenue la voir et je lui ai expliqué. Je lui ai dit: «Voilà, il y a des choses que j'ai pas appréciées, que j'ai mal vécues et je reviens pas pour toi, je reviens pour Pierre, mon petit frère. Si jamais, tu recommences les mêmes bails qu'avec moi, c'est fini. Que quand j'étais ado, c'est fini». Elle m'a dit: «OK, il y a pas de problème, machin, machin». Donc j'y allais 1 à 2 fois par an et on a tourné comme ça pendant, je pense 4 ans. Donc le cadre était clair. Donc le cadre était Mmh. clair, Et respecté pendant 3-4 ans. et respecté pendant 3-4 ans et elle a rencontré un homme, que je n'appréciais pas, notamment parce qu'il avait des propos, extrêmement déplacés envers moi, devant elle et bon et elle, elle réagissait pas. Soit et sauf que, cet homme a commencé à devenir, menaçant envers mon petit frère, que notre mère n'a rien fait et ce qui a fait déborder le vase, c'est un jour, j'ai appris qu'elle avait demandé à être déchue de l'autorité parentale et elle a expliqué à mon petit frère qu'elle voulait plus être sa mère et ça, pour moi, c'est hors de question et je me suis dit: «OK, en fait, elle a pas compris ou elle a pas voulu comprendre, ce que je lui ai dit et donc bah, c'est fini» et donc ça doit faire là, 8 ans. Mais du coup, moi, j'ai pris la quand j'ai pris la décision d'arrêter de lui parler, en fait, ça s'est vraiment fait en 2 temps. Heu, je pense que j'avais aussi besoin de revenir vers elle, pour voir si c'était vraiment cassé ou s'il y avait encore quelque chose à réparer et en fait, s'il y a rien à réparer, j'étais pas à l'aise avec elle, heu je supportais pas qu'elle me touche. Ça a été, 4 ans où j'ai fait l'effort d'y aller parce qu'effectivement, pas envie de regretter, pas envie de me dire: «Et si, et si, et si?» Là, il y a plus de si. J'ai essayé, on en avait rediscuté, on avait posé un cadre, que je pensais clair. Elle avait l'air d'avoir compris les erreurs qu'elle avait faites avec moi et en fait, il semble qu'elle ait pas complètement intégré le truc, par volonté ou pas, hein, d'ailleurs. Ouais. J'ai pas mal bossé, de mon côté là-dessus. C'est en fait, j'ai détesté ma mère, et pendant longtemps, j'ai dit, «Je la déteste autant que je l'ai aimée», parce que j'ai aimé ma mère. On a eu des très bons moments quand j'étais enfant. On a eu des très bons moments. Je me souviens de 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 scènes, de moments, qui étaient incroyables avec elle. C'était ma mère à ce moment-là. J'ai le sentiment dans ce que tu dis, tu parles de 2 temps.
J'ai le sentiment qu'il y en a 3 et je vais te dire ce que je ressens et tu vas me dire si ça résonne. Tu parles de 2 temps parce que justement, il y a eu cette première fois où tu as pris cette décision et du coup pendant, 1 an et demi à peu près et après où tu es revenue et tu as posé le cadre et donc là, 4 ans après, cette réelle décision de dire: «Non, c'est bon, c'est fini, je vais relaisser une chance». Est-ce que alors tu l'as peut-être pas conscientisé tout de suite, mais justement quand ton petit frère est arrivé, cette dépression postpartum, le changement de ta maman, de comportement de ta maman par rapport à toi, est-ce que peut-être après coup, il y avait déjà une forme de deuil? Parce que tu viens de dire dans ta phrase, «Quand j'étais petite, j'ai des souvenirs de super moments et à ce moment-là, c'était ma maman». Comme si après, peut-être dans ton ressenti, ben, c'était déjà plus le même lien, plus le même rôle, peut-être plus la même affection, plus la même relation, qu'importe le terme qu'on y met. Est-ce que ça résonne justement en toi ou pas du tout? Un petit peu. En fait, je pense que cette phase, ça a été ma mère pendant longtemps. Ça l'est plus aujourd'hui, mais en fait, c'est arrivé après effectivement cette deuxième fois. C'est-à-dire que là, je dis ma mère, et cetera, mais en fait, je l'appelle jamais comme ça. Je l'appelle par son prénom. Ça a été un de mes moyens aussi de me détacher, heu, d'elle. En fait, pour moi, une mère, c'est pas, tu as enfanté, quelqu'un. Être une mère, c'est l'attitude qu'il y a autour et c'est l'amour que tu apportes. C'est-à-dire que pour moi, tu peux être, une meilleure mère, enfin une meilleure mère, il y a pas d'échelle, de OK, toi tu es une bonne maman, toi tu es une mauvaise maman, mais en fait, tu peux être mère, d'un enfant dont tu n'as pas accouché. Tu peux adopter et être une mère et du coup, pour moi, être une mère, c'est pas En fait, c'est juste, l'aspect maternel dont tu parles, c'est ça, d'être c'est maternant ou ça, maternante? exactement. Ouais. Mais en fait, dans la société actuelle, quand tu dis, ma mère ou ma maman, tu un lien, émotionnel avec cette personne. Tu une histoire, d'amour entre, le parent et l'enfant. Heu et moi, je l'ai plus ce lien-là Et du coup, depuis faire longtemps. le deuil de ta mère, si on met cette expression-là, pour toi, ça fait écho à quoi? C'est quoi peut-être les deuils, les choses qu'il y avait avant qui ont plus aujourd'hui? Peut-être celles avec lesquelles tu es OK, tu es apaisé, peut-être les choses qui te manquent ou au contraire les choses qui sont peut-être plus agréables, plus appréciables aujourd'hui parce que tu as plus cette présence toxique ou nocive ou en tout cas inconfortable dans ton quotidien? Si finalement tu avais pas fait ce deuil aujourd'hui, ce serait quoi la différence pour toi dans ta vie? Mais je serais malheureuse, j'en souffrirais, je pense. Parce que, je pense qu'elle aurait jamais compris à quel point elle m'a fait du mal et en fait, c'est hyper lié, heu, au lien que tu as avec, un parent. Hem, j'ai déjà fait les les deuils de certaines de mes relations amicales, par exemple. J'avais des amis, on n'est plus amis, OK. Ça fait moins mal parce que alors ça fait mal différemment et surtout ça dure moins longtemps dans le temps parce que, parce qu'aussi c'est une question d'éducation. On t'apprend que tes parents sont les personnes qui sont censées t'aimer le plus au monde et te protéger et elle, elle a arrêté de le faire, quand j'avais 13 ans et donc en fait, il y a tout ce lien, qu'on a perdu, heu tout ce qu'elle était censée m'apporter, heu, théoriquement, elle l'a pas fait et du coup, c'est ça qui fait hyper mal de se rendre compte, c'est aussi pour ça que j'ai arrêté de lui parler, c'est de me rendre compte, «au quotidien» entre guillemets, qu'elle m'apporte pas ce dont j'ai besoin en termes d'amour, c'était horrible à vivre en fait. Mmh. Donc finalement, l'absence de ce lien est moins source de souffrance que la présence de ce lien finalement toxique ouais, toxique finalement au quotidien et comme tu dis justement donc tout ça, ça a pris place sur les coups de 10 ans au moment de l'arrivée de ton frère, ça s'est perpétué aussi dans le temps. Tu donnais l'âge de 13 ans, c'est l'âge auquel aussi on se construit, où on se cherche énormément en termes d'identité, que ce soit homme, femme, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on n'aime pas. On se met aussi en réaction par rapport
rapport parfois à nos parents et en tant que femme par rapport à notre mère et en tant qu'homme plus par rapport à notre père. Et on se construit aussi sur des points communs par rapport à tout ça. Est-ce que peut-être après coup, c'est certainement pas peut-être des choses que tu as conscientisées au moment donné, mais est-ce que après coup, le fait d'avoir eu cette forme de pré-deuil, de détachement, de relation qui n'était pas celle qui serait attendue avec des guillemets normalement par la société, dans la manière dont on idéalise encore une fois la notion de famille, est-ce que ça a joué dans ta construction de toi en tant qu'adolescente ou en tant que femme ou en tant que mère? Tu vois, tu parlais de la notion de mère au sens large. Est-ce que c'est quelque chose qui joue aussi aujourd'hui? Totalement. Encore maintenant. Et en fait, je me suis fait la réflexion il y a pas si longtemps, genre vraiment, je vais dire 2-3 ans, que j'ai construit, allez, je vais dire au moins la moitié de ma vie et de ma personnalité en réaction à la manière dont elle m'a traitée, enfin, en réaction à ce qu'elle était. Et du coup, alors ça peut paraître idiot, mais c'est une personne qui est très féminine. C'est-à-dire vraiment dans les clichés de la femme, toujours maquillée, toujours bien coiffée, elle essayait de se faire toujours très jolie, ce genre de choses. Elle faisait très attention à son apparence. Vraiment, c'est le cliché de la femme, quand tu dis une femme, tu c'est ça. Et du coup, adolescente, j'étais très garçonne. Tous mes amis, c'était des garçons, quasiment. Heu, Parce que les filles étaient aussi, très dures avec moi, parce qu'on n'avait pas la même vie, à l'époque. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, elle est partie, donc mon père s'est retrouvé avec 3 enfants, à élever, quasiment tout seul parce que chose, assez rare encore à cette époque-là, c'est lui qui a eu la garde majoritaire et donc il s'est retrouvé à élever 3 enfants, donc bah, forcément, ma sœur et moi, on devait mettre la main à la pâte et donc en fait, bah, moi je traînais pas après l'école parce qu'il y avait, mes devoirs à faire, puis, le bain de mon petit frère à donner, fallait préparer le dîner, ce genre de choses et en fait, c'est pas des considérations qu'on a à, 14 ans. Donc en fait, en fait les filles, les jeunes femmes de mon âge, étaient, vachement plus critiques, vis-à-vis de tout ça. Parce que du coup, j'étais la copine, pas très marrante et donc en fait, alors Enfin, que je suis extrêmement drôle, j'allais dire, moi, je rigole quand tu dis ça. alors que je suis putain de drôle, mais mais du coup, en fait, j'étais, vachement plus à l'aise avec les garçons qui étaient, hem, beaucoup moins dans le jugement ou en tout cas, ils me le faisaient pas sentir. Eux, ils te trouvaient drôle. Eux, ils me trouvaient drôle. Voilà. Moi, je veux des gens, moi, je veux être pote avec que des gens qui me trouvent drôle. Mais non, ils étaient, effectivement, ils me le faisaient moins sentir, en tout cas, que j'étais bizarre. Aussi parce que je traînais avec le groupe des gens bizarres, peut-être. Mais genre les petits nerds, là, les petits geeks, voilà, ça, c'était mes potes. Et du coup, et c'était des super potes, en vrai. Mais j'étais très garçonne dans mon attitude, les des gros jeans, un peu baggy, un truc vraiment, l'antithèse de la féminité. Parce que je voulais pas lui ressembler. Pendant très longtemps, j'ai pas voulu avoir les cheveux courts parce qu'elle avait une coupe à la garçonne. Heu et que, on va pas le nier, hein, il y a pas eu échange à la naissance. Je suis bien la fille de ma mère parce que je lui ressemble. Donc et quand j'ai les cheveux courts, je lui ressemble. Donc ça pour moi, c'était hors de question et en fait, j'ai vraiment construit, toute une partie de ma vie en réaction à ce qu'elle était. J'ai fait des longues études parce qu'elle en avait pas fait. Heu j'ai toujours voulu me débrouiller toute seule, parce que, bah, vu que, elle avait le bac et elle avait pas fait d'études, elle a eu des enfants, relativement jeunes et tout, donc elle a été, dépendante, du salaire de mon père, comme beaucoup de femmes, hein, mais du coup, moi, non, il fallait que je prenne mon indépendance, je voulais pas dépendre de quelqu'un d'autre, ce genre de choses et effectivement, j'ai un rapport à la maternité qui est,
enfin pas biaisé, mais qui est un peu différent. Oui, qui est coloré de par cette C'est ça. expérience-là aussi, le rapport, la notion de maternelle, comme Ouais, on c'est ça. disait juste avant. Exactement. Ma grand-mère paternelle plutôt, ma grand-mère paternelle a pris la place, pas de maman, c'est pas vrai, mais De figure de maternelle. figure maternelle, ouais, dans ma vie, très tôt. Parce que bah, je pouvais lui parler de tout, que c'est une femme incroyable, qui est capable d'entendre à peu près tout, sans porter, alors si elle porte des jugements, mais elle elle te fait pas sentir, enfin, elle te fait sentir à ta place, quoi, tu vois? Même si, tu penses différemment d'elle et cetera. Donc non, non, elle m'a vachement aidée, ma grand-mère, paternelle. C'est l'un des amours de ma vie. Du coup, elle t'a aidé aussi à te construire en tant que femme, à Ouais, trouver des repères, peut-être à répondre à tes questions aussi mais sur alors certains points? pas trop parce que du coup, elle habite ici en région, lilloise Ouais. et moi, à l'époque, j'habitais en région parisienne. Donc on se voyait pas souvent. On a commencé à s'appeler, toutes les semaines, quand j'ai commencé mes études. Donc j'étais déjà, grande, enfin plus grande. J'ai déjà grandi. Ouais, c'est ça. Il s'était déjà passé, un certain temps. Donc non, en fait, je me suis débrouillée, avec le peu que je la voyais et puis c'était tout. Mais heu, mais quand j'avais besoin de réconfort, c'était vers elle que j'allais, quoi. Mmh. Ouais, donc du coup, on sent que tu t'es quand même construit, comme tu dis, en réaction et à l'opposé de ta mère était de cette manière-là, ben, je vais faire différemment. Alors, inconsciemment, j'en doute pas au départ Oui, et certainement peut-être consciemment après quand on regarde les choses, qu'on remet en perspective et qu'on se dit: «Ah bah oui, tiens, j'ai vécu ça», ce qui fait que ça peut potentiellement expliquer, telle ou telle chose. Et du coup, bah, forcément, s'il y a la notion de réaction, il y a aussi, je suppose, et tu vas me dire si cette émotion résonne justement en toi ou si c'est autre chose, mais la notion de colère, en fait, qui est derrière. Euh, Est-ce que cette colère, alors tu l'as eue, j'imagine que oui, je te vois hocher la tête en même temps. Est-ce que tu l'as eue et si oui, est-ce que tu l'as encore? Ou est-ce que tu l'as eue mais tu te sens plus apaisé? Et dans ce cas, peut-être qu'est-ce qui t'a aidé à l'apaiser? Comment tu te situes par rapport à ça? Finalement, on parle d'avoir fait le deuil de la relation avec ta mère. Est-ce que tu considères que ce deuil, il est bah, apaisé, justement, même s'il a été en montagne russe émotionnelle, avec sans aucun doute de la tristesse, de la colère, une part de culpabilité? Tout à l'heure, tu disais, bah, j'ai cru au départ que c'était moi. Après coup, je me suis rendu compte que non. Bon, finalement, c'était quoi tes montagnes russes du deuil? mais j'ai été en colère pendant hyper longtemps, mais vraiment une colère, enfin si dès que tu prononçais son prénom ou dès que tu parlais de ma mère, vraiment, soit je me mettais à chialer, soit vraiment j'explosais, quoi. J'ai été en colère, contre elle pendant extrêmement longtemps et jusqu'à ce que je me rende compte que c'est fatigant, en fait, d'être en colère tout le temps. C'est vraiment hyper fatigant. Ça te bouffe, une partie de ton cerveau là, je sais pas trop ce qui se passe, mais non, non, c'est hyper fatigant, c'est juste pas vivable, mais enfin, quand je te dis très longtemps, j'étais en colère, pendant 10 ans, tu vois? Quand je te dis, à un moment donné, je disais, je je la déteste autant que je l'ai aimée et vraiment c'était mon mantra, quoi, et j'y allais, je tenais comme ça, je crois. Je me raccrochais à cette colère parce que c'était le seul truc auquel je pouvais me raccrocher, en fait. Parce que jamais j'aurai les réponses à toutes mes questions. Parce que j'ai pas envie de lui poser et que en plus de ça, si elle donne pas les réponses que je veux, ça va m'agacer. Donc mais non, donc j'ai été en colère pendant hyper longtemps jusqu'à ce que je me rende compte que c'était pas possible de vivre, comme ça et donc bon, bah, c'est tout, on j'y ai longtemps réfléchi. OK, il s'est pas factuellement, OK, il s'est passé ça, heu et qu'est-ce qu'on en fait? Et en fait, on en fait ce qu'on peut, je crois. Et toi, t'en as fait quoi? Hem, Ou t'en fais quoi encore aujourd'hui? Bah, du coup, ma colère, elle a commencé à s'estomper quand j'ai vraiment arrêté de lui parler. J'étais en colère encore un peu après, pendant encore une paire d'années, mais en fait, de plus être en contact avec elle, ça a apaisé ma colère et du coup, par rapport à ça, je sais pas trop où j'en suis. Alors si, je l'ai recroisée, mmh
il y a un peu plus d'1 an, un de mes cousins, côté maternel, qui s'est marié et donc donc je savais qu'elle serait là et c'était la première fois en 9 ans, ouais, 8-9 ans, que je la revoyais et j'avais un peu peur, de ce qui allait se passer parce que, elle est très forte pour, se faire plaindre et heu, dans ma famille côté maternel, ils ont jamais cherché à comprendre ce qui s'était passé et donc le fait que je décide de plus lui parler, c'était forcément de ma faute. C'est forcément moi la fille ingrate. Ce qu'on disait au début de notre épisode. C'est ça et mais ils ont jamais cherché à comprendre ce qui s'était passé et pourtant c'est ma famille. Enfin, je veux dire, je te parle de mes grands-parents maternels, tu vois? Mes oncles et mes tantes, mes cousins et mes cousines, enfin, personne n'a jamais cherché à savoir ce qui s'était passé et on est parti du principe que c'était moi la méchante de l'histoire et elle, elle en a joué, évidemment. Enfin, je pense que tout le monde à sa place aurait fait, plus ou moins la même chose. Vu que je prenais pas la parole sur ce truc-là parce que, je sais pas pourquoi d'ailleurs, j'y réfléchirai. Note à moi-même. Ouais, c'est ça. Mais, non, je sais pas trop pourquoi j'en ai pas parlé. Peut-être parce que je me sentais pas encore, c'est pas légitime le mot, tu vois? Mais, peut-être j'étais pas encore, bien sûre de moi, tu sais? Et donc, d'affirmer ma position, c'est hyper compliqué en vrai comme position à tenir. Et puis d'autant plus quand on est jeune, quoi, parce qu'on nous renvoie justement ce côté, enfin, fille ou fils ingrat ou C'est ingrate, ça. enfin, c'est pas normal et toutes les visions de la société. En plus, t'es jeune, t'y connais rien à la vie. Enfin, voilà, tous ces trucs-là qui peuvent venir dans la bouche de plein de personnes d'ailleurs. Mais ouais, non, donc je savais pas trop comment ça allait se passer. Je pouvais pas taper scandale, je veux dire, c'était le mariage de mon cousin. Alors, en vrai, un peu drôle, je pense, tu sais, genre dans mon imaginaire là, Heu, un peu marrant, tu vois? De faire comme dans les films et tout. Dans la réalité, beaucoup moins drôle, encore moins pour mon cousin. Donc non, je savais que si elle faisait une dinguerie, je pouvais juste écraser. Et d'ailleurs, tout le monde attendait à ce que je pète un câble, parce que quand elle est arrivée, moi j'étais déjà sur place, j'étais déjà à la mairie et quand elle est arrivée, tout le monde s'est arrêté de parler et nous a fixés et c'était, ma foi, très gênant. Je conseille pas. Et puis, bah, c'est tout, en fait, alors moi, j'avais bien dit à ma sœur avant, parce que ma sœur m'avait demandé, elle m'avait dit: Ça va aller? Parce que du coup, il y aura maman». J'étais: «Oui, bah, je suis, quelqu'un de civilisé, finalement. Mon père m'a bien élevée et donc bah, c'est tout, si elle me dit bonjour, je lui dis bonjour, si elle peut éviter, j'apprécierais, mais c'est tout. Par contre, va pas falloir je veux pas qu'elle vienne me parler, par contre. Je veux pas lui adresser la parole». Donc bah, c'est tout, elle est descendue de voiture, elle m'a dit, «Bonjour Delphine», j'ai dit: «Bonjour Sophie», on s'est fait la bise. Tout le monde nous a fixés pendant 2 minutes, c'était les 2 minutes les plus longues de ma vie et puis, basta. J'ai tout fait pour être, relativement loin d'elle et puis en fait, tout s'est très bien passé. J'ai fait le vin d'honneur. Je suis pas restée pour le dîner parce que, ça me demandait un petit peu trop d'énergie, mais, j'ai fait le vin d'honneur et je me suis évidemment pris des réflexions, par ma mamie, donc, ma grand-mère, maternelle, qui m'a dit, «Oh quand même, tu pourrais aller parler à ta mère». J'étais: «Bah, je ne vois pas l'intérêt». Heu, je pense que c'est très bien comme ça, en fait. Ça sert à rien d'aller chercher les ennuis, finalement. Ce sera agréable pour personne et puis, et elle m'avait dit, «Ah mais j'ai quand même vu que tu lui avais dit bonjour» et je lui ai sorti cette phrase, qui l'a fait grincer des dents, je dis: «Bah oui, mon père m'a bien élevée». Parce que du coup, ils ont décidé que mon père était aussi le méchant de l'histoire et donc tout le monde déteste mon père, très bien. Chacun fait bien ce qu'il veut. Mais donc, ça l'a un peu fait grincer des dents, ça lui a rabattu son caquet et elle m'a laissée tranquille du coup, pour le reste du mariage. Donc c'était très chouette et ma tante, donc, quand je suis partie du vin d'honneur avant le dîner, ma tante, donc la mère de mon cousin qui se mariait, est venue me voir en me disant: «Ah mais tu sais, je sais que tu as dit non pour le dîner, mais il y a une place pour toi quand même, si tu veux rester dîner». Et je lui ai dit: «Écoute, ce sera trop pour moi. Vous saviez tous, que je voulais pas voir Sophie et donc là, c'est mon max».
Ah oui, mais bon, quand même, c'est ta mère, etc. Et je me suis un petit peu énervée sur la fin, gentiment, hein, sans élever la voix, en lui disant, écoute, t'es bien gentil, hein, mais personne dans cette famille sait ce qui s'est passé, parce que jamais vous m'avez demandé ce qui s'était passé. Vous avez toujours eu sa version à elle, vous m'avez jamais demandé la mienne. C'est pas aujourd'hui qu'il faut venir pleurer, parce que, oulala, maintenant, tu veux plus lui parler, donc la famille sera plus jamais réunie au complet. Et en plus de ça, Pierre, mon petit frère, est jamais invité à ce genre d'événement. Ils ont décidé, de le chanter de l'histoire de la famille, je sais pas pourquoi. Mais, et je dis donc en fait, de base, même si j'ai accepté de venir au repas de famille, il manquera toujours quelqu'un. C'est intéressant que tu mentionnes les dynamiques familiales et du coup c'est une question que je voulais te poser parce que bah du coup tu citais ton oncle, ta tante, tu citais l'aspect aussi plutôt côté maternel avec ta grand-mère par exemple. Et t'es pas obligé de me répondre, mais comment ton frère est alors peut-être plus maintenant parce qu'à l'époque il était peut-être plus petit justement quand il avait 10 ans. Le fait que maintenant ta décision est en tout cas pour l'instant définitive de ton côté. Comment ton frère et ta sœur l'ont pris? Est-ce que ça a impacté aussi vos relations entre toi et lui et toi et elle? Même si bah, du coup j'imagine que vous voyez peut-être moins ou peut-être différemment. Ou est-ce qu'il y a eu de la compréhension? Est-ce qu'il y a eu du jugement? Comment ça s'est passé? Non, il y a pas eu de jugement, je crois, ni de ma sœur, ni de mon petit frère. Après, je suis extrêmement proche de mon petit frère, on se ressemble beaucoup, en termes de caractère. Si ça a changé quelque chose dans notre relation, ça nous a rapprochés pour le coup. Parce que, je sais pas, c'est comme ça, et au contraire, ma sœur, ça nous a un peu éloignés. Alors on n'a jamais été extrêmement proches parce qu'on a 2 caractères qui sont vraiment à l'opposé. C'est-à-dire que, tu me vois, tu prends mon exact opposé et c'est ma grande sœur, vraiment. Et du coup, ça a toujours au niveau caractère, ça a toujours un peu, frité quoi, sauf, la période où, mes parents habitaient encore ensemble juste avant le divorce où du coup ils se disputaient beaucoup. Bah, dans l'adversité, on s'est rapprochés. Sauf que je crois qu'elle s'est un petit peu fait monter la tête par notre mère et donc, elle a pris certaines décisions à l'époque, qui ont fait qu'elle, maintenant n'est plus en contact avec, mon père et la famille paternelle. Un bordel cette famille. Et en fait, du coup, elle a pris des décisions que moi j'ai pas compris, d'aller vivre notamment, chez notre mère, que je comprends maintenant avec le recul, avec les infos que j'ai aujourd'hui. Mais en fait, ça nous a éloignés, beaucoup. On était déjà pas extrêmement proches. Ouais, puis j'imagine le fait que ta maman, comme tu disais, elle vous ait chacune mise dans une case et un peu peut-être montée C'est l'une ça. contre l'autre, même si enfin inconscient ou inconscient, qu'importe. Mais ça a eu ces effets-là, j'imagine, peut-être dès votre jeunesse, en fait. Mmh. Et que ça n'a fait que bah, finalement prendre deux chemins opposés. Ça n'empêche pas le respect, d'avoir Ah oui. encore un lien, mais c'est un lien qui est plus distant finalement, alors qu'au contraire, avec ton petit frère, ça vous a clairement rapproché. Ah ouais, ouais, clairement, ouais. Là, enfin, tu vois, ma grande sœur, ça doit faire, plus d'1 an que je l'ai pas vue et c'est OK, tu vois? Alors quand je la verrai, ce sera cool. Quand je l'aurai au téléphone, d'ailleurs, ce qui me fait penser, il faut que je l'appelle. Faut que je la rappelle, mais d'ailleurs, c'est toujours elle qui m'appelle. Enfin, tu vois, moi, j'y pense pas. C'est toujours elle qui va m'appeler pour prendre de mes nouvelles. Bon, tu te mettras une note quand on aura fini cet Ouais, enregistrement. c'est ça. Alors que mon petit frère, je veux lui envoyer un message genre, «Wesh, ça fait au moins 3 semaines qu'on n'a pas parlé, qu'est-ce qui se passe?» tu vois? Et quand on s'appelle avec mon petit frère, on passe 3 heures au téléphone, hein. Je rigole même pas, hein. Je crois le plus long qu'on ait fait, c'est genre 4 heures. C'est-à-dire que quand mon petit frère et moi, on s'appelle, on a intérêt à avoir la soirée de libre parce que sinon, tu pas couché. Mais non, du coup, c'est 2 relations qui ont évolué complètement différemment. Oui, donc ça a eu un impact finalement, tes décisions et la relation avec ta mère a eu un impact, comme finalement la relation, a priori de ce que je comprends de ta sœur avec ton père, a aussi un impact sur les dynamiques familiales et sur les dynamiques relationnelles. Malgré tout, on sent que ta colère, elle est, je dirais pas qu'elle est totalement apaisée, je dirais qu'elle est plus, Oui, c'était ça la question de base. peut-être plus calme. En fait, je la sens plus...
je la sens plus fertile d'une certaine manière. Tu vois, il y a ce côté de la colère qui nous bloque, qui fait qu'on va sortir directement de nos gonds, etc. Et qui n'est pas une colère qui est réellement utile. Elle est difficile à utiliser parce qu'on n'arrive pas à canaliser cette énergie. Et puis, il y a la colère dans laquelle tu peux faire germer des choses et où justement tu t'affirmes, tu prends ta place, tu oses te faire confiance. Enfin, ça peut être, la liste, elle est pas exhaustive. Et je te sens plus sur ce chemin-là. Et si du coup cette interprétation de ma part, elle résonne juste en toi, est-ce que tu arriverais peut-être à dire ce qui te manque aujourd'hui ou ce dont tu as besoin pour que cette colère, elle soit réellement apaisée? Je suis effectivement dans une phase. J'ai plus l'impression d'être en colère, mais je pense que j'ai plus l'impression de l'être parce que je la vois plus. Et donc il y a pas de déclencheur de ma colère. C'est possible que je sois encore en colère, mais effectivement je suis sur le début de OK, mais on en fait quoi? Et comment on fait pour que ce soit complètement apaisé? Ce qui est pas encore le cas du tout, parce que parce qu'il y a encore plein de fois où je me dis que c'est une connasse, demain si elle meurt, ah ben, je m'en fous. Enfin, et où en fait, ouais, je suis en train de, je commence à me dire ok, il faut quand même faire quelque chose de cette colère pour éviter que ça bloque. Et je pense que ce qui aiderait à ce que ce soit complètement apaisé, c'est de comprendre ce qui s'est passé. J'ai besoin de comprendre pour pardonner. De comprendre avec elle? Pas forcément. Et j'ai d'ailleurs pas envie que ce soit avec elle. En tout cas pour l'instant. Ouais. Peut-être que ça viendra un jour, je sais pas du tout. Mais pour l'instant, j'ai besoin de comprendre moi ce qui s'est passé de mon côté à moi. Parce que pendant des années, j'ai pas cherché à comprendre mes réactions. Et en fait, je me rends compte aujourd'hui que j'ai énormément de réactions qui viennent de cette colère-là et cette incompréhension. J'arrivais pas à mettre les mots sur ce qui s'était passé. Sur ma relation avec elle. Et en fait, ça a été hyper compliqué parce que comment tu veux te définir toi-même si t'as pas les mots pour l'exprimer? C'est hyper compliqué, tu vois? Et du coup, moi, là, j'ai besoin de mettre des mots sur ce qui s'est passé. C'est aussi pour ça, tu vois, que quand j'ai vu ton appel, en story là, c'est pour ça que je me suis lancée. C'est en fait, je me rends compte que j'ai besoin d'en parler à des gens un peu extérieurs, chose que j'avais jamais faite. J'en parle déjà très peu à mes proches, parce qu'il y a un truc un peu de confiance, qui est un peu niqué du coup, où du coup j'arrive pas à faire confiance aux gens et heu et sauf que là, je peux plus m'en sortir, toute seule. Donc si je peux extérioriser et j'attends pas particulièrement de conseils, juste, OK, on pose le truc. Parce qu'en fait, le fait d'en parler à quelqu'un qui te connaît pas ou peu, ça t'oblige à structurer ta pensée. Ça remet beaucoup plus en perspective. C'est ça. Et donc, et en fait, je crois que j'ai besoin de ça. Et puis en plus, on te pose des questions auxquelles les gens qui connaissent l'histoire, ils vont Oui, c'est tout. limite, ils s'en tapent des détails et vas-y, abrège, parce qu'en fait, tu nous l'as déjà dit, tu en as déjà parlé et ça nous saoule. Enfin, tu vois, il n'y a pas de méchanceté en réalité derrière. Et on l'a tous fait une fois, soyons honnêtes. Je la vois rigoler Clairement, derrière son verre d'eau, mais on clairement. l'a tous fait. Et c'est pas pour autant méchant, mais c'est vrai, quand tu racontes une histoire à quelqu'un de l'extérieur, bah, t'es obligé de sélectionner les informations que tu donnes. Sinon, il y en a aussi pour 3 heures, donc ça va pas. Donc, trouver les informations Ah bah, si tu veux, on peut pertinentes. faire un podcast de 3 semaines, hein. Il y a pas de problème. Mais ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est le fait de revenir à soi. C'est pour ça que je te posais la question, est-ce que c'est comprendre avec elle ou c'est comprendre ce qui s'est passé avec elle, mais de manière interne et de manière personnelle et intime. Et j'ai la sensation dans ce que tu dis, c'est de voir un peu ce que tu portes qui t'appartient, sur quoi tu t'es construit par rapport à elle, en résistance à elle, qu'est-ce que tu as peut-être envie de garder de ces fonctionnements qui en fait te vont et c'est ok. Et peut-être que je me suis construit en résistance avec elle, mais en fait ça me va bien et ça me correspond. Et peut-être d'autres choses que j'ai envie d'abandonner ou de transformer ou sur lesquelles j'ai envie de lâcher prise parce que, bah, en fait, je me rends compte que peut-être ça me correspond pas réellement. Ouais, Il y a ce côté-là? c'est plutôt ce côté-là, ouais. Où, en fait, j'ai pas besoin de m'expliquer avec elle. Pour moi, l'explication, elle a été là, quand je suis revenue vers elle, la première fois. L'explication, pour moi, elle s'est passée. Juste, effectivement, j'ai pas pu poser, les questions de pourquoi. C'est comme les enfants de 2 ans là: «Mais pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi?» Bah, voilà, mais je pourrais pas. Et
je pourrais pas poser toutes ces questions-là. J'ai pas envie d'entendre les réponses en plus. J'ai besoin de le faire de moi à moi. Tu as besoin de trouver tes réponses et C'est ton ça. sens. Et cela dit, ça exclut pas que peut-être un jour j'aurai envie de lui poser des questions de pourquoi t'as fait ça. Et cela dit, je pense pas qu'il y ait de vraies réponses parce que je suis pas sûre qu'elle l'ait fait de manière complètement consciente. Donc c'est tout. Je suis pas sûre qu'elle puisse m'apporter des réponses elle. Donc là, il faut juste que je trouve mes réponses à moi. Et effectivement, comme tu dis, j'ai pris énormément de choses sur moi, en moi, je sais pas comment on dit. J'ai besoin de faire le tri là-dedans, de savoir ce qui est bon à garder et ce qui est bon à acheter. Et je sais qu'il y a plein de trucs qui sont où j'ai agi en réaction à cette relation-là. Heu bah, le truc le plus parlant en vrai, c'est ma stérilisation du coup. Parce que, ouais, outre le fait que j'ai toujours dit que je voulais pas d'enfant, là, j'ai fermé le truc, définitivement. Je me suis fait stériliser du coup il y a 2 ans et demi. Et sauf qu'en France, c'est relativement simple d'accès. Faut avoir 18 ans et respecter un délai de 4 mois entre, ton premier rendez-vous, où tu dis, «Coucou, je veux me faire stériliser» et la prise de rendez-vous. Et donc pendant ces 4 mois-là, heu, j'ai vachement réfléchi et effectivement, le premier truc qui m'est venu à l'esprit, c'est: «Je me fais stériliser parce que je veux pas lui ressembler. Je veux pas être la mère qu'elle a été avec moi». Ce qui est très vrai, hein. Je veux pas être la mère qu'elle a été avec moi, ça me fait très peur de devenir elle. Mais ça m'a aussi forcée du coup à me poser les bonnes questions, de dire: «OK, bon, tu veux pas lui ressembler, très bien. Tu veux pas être ce type de mère-là. Est-ce qu'un jour, heu, tu envie d'être mère?» Enfin, tu vois, de porter un enfant. Bon, porter un enfant, hors de question, genre vraiment, la grossesse et l'accouchement me terrifient. C'est-à-dire quand mes copines sont tombées enceintes, j'en ai fait des cauchemars. Bienvenue au club. Donc en fait, tomber enceinte et la grossesse me fait très peur. Au-delà du fait que effectivement, je veux pas ressembler à ma mère et donc c'est tout, tu vois? C'est une décision que j'ai prise en toute conscience, mais effectivement, il y avait ce côté-là où je me suis dit: «Est-ce que, comme beaucoup de choses dans ma vie, je fais pas ça en réaction à?» Alors oui, mais pas que. Et du coup, c'est un truc qui est bon à garder. Enfin, je veux dire, c'est une réaction que j'ai, entre guillemets «contre elle», mais Mais qui est la tienne. qui est la mienne en fait, qui va avec mes valeurs, avec mes peurs aussi, tout ça. Et donc non, je pense que là, il y a besoin de faire le tri. En fait, elle peut pas m'aider à faire ça. Ouais, donc j'ai plus qu'à te souhaiter un bon tri, quoi, en fait. Voilà, c'est ça. C'est un peu comme le ménage de printemps, C'est ça. mais en Je sais automne. pas si j'allais dire, je sais pas si l'épisode sortirait au printemps, mais éventuellement, bah, au printemps, je te recontacterai en disant: «Alors, depuis Alors? l'automne, on est comment sur ce ménage et sur ce tri?» Bah, en tout cas, je pense que tu me disais tout à l'heure, tu me confiais que, bah, justement, tu avais décidé d'aller aussi en parler, à l'extérieur et Ouais. c'est continuer à avancer sur ce chemin. Donc moi, c'est tout ce que j'ai envie de te souhaiter, en fait, de continuer à avancer sur ce chemin, de te remercier aussi d'avoir pu témoigner d'un sujet qui est pas forcément, facile parce que justement, comme on le disait, pour moi, il y a un peu un tabou dans le tabou. Le fait de venir, déjà de mettre la notion de deuil sur des personnes qui sont encore vivantes, Mmh. déjà, ça nous fait friser les poils en disant: «Je comprends pas, ça bug» et alors en plus de ça, quand on parle de personnes vivantes qui sont nos parents avec qui on a décidé de couper les liens, c'est comme dans l'épisode avec Élodie où voilà, les gens ont du mal en fait à comprendre et je pense que c'est important d'en parler pour, casser en fait ces stéréotypes et ces jugements faciles qu'on peut avoir, comme finalement un petit peu, ce que tu donnais comme exemple, par exemple du niveau de ta tante ou au niveau de ta grand-mère. Mais en fait, cherchons à comprendre et attention, parfois l'enfant peut avoir tort aussi, hein, enfin je veux dire Ah oui, bien sûr. c'est valable des 2 côtés, mais je pense que c'est important en fait de comprendre la situation et de donner une réelle oreille, autant peut-être aux parents qu'à l'enfant en question et de si jugement ou critique ou positionnement il doit y avoir,
d'avoir un positionnement en toute Juste. connaissance de cause et d'essayer d'être le plus juste possible. Et donc ça, je pense que c'est important, justement, de dire que, en fait, les enfants sont pas juste des cons, c'est pas juste une touquette qui nous prend d'un coup, ou l'envie d'être chiant, ou de se faire remarquer, ou autre. Non, il y a un réel besoin parfois de se protéger, de se sécuriser, physiquement et ou mentalement, et que c'est vraiment pas à minimiser, en fait. Et du coup, peut-être en conclusion, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie peut-être de rajouter sur ce point, ou alors peut-être un message tant aux proches ou alors à des personnes qui, en fait, sont peut-être comme toi, qui écoutent cet épisode et qui se disent, d'ailleurs, que ce soit avec une relation, familiale ou une autre, mais putain, je vais mettre ce terme-là, je me sens dans une relation toxique et j'ose pas. Est-ce que peut-être t'as un truc que t'as envie de leur partager? Ou à l'inverse, justement, les proches qui se disent, putain, quel con, mon filleul, il a coupé les ponts avec sa mère ou avec son père. Enfin, franchement, il est égoïste, etc. Est-ce que t'as envie de nous partager une petite phrase de conclusion Mais là-dessus? alors, à toutes les personnes qui se retrouvent dans mon récit, que ce soit avec des personnes de leur famille ou pas, faut faire comme on le sent, comme on le sent le mieux, et pas culpabiliser de le faire. Il y aura toujours, il y a un rappeur, je sais plus lequel, qui disait les avis, c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un. Voilà. Et j'aime beaucoup cette phrase. Du coup, je convie toutes les personnes qui vont écouter cet épisode à se remémorer cette phrase la prochaine fois que on se dit en notre fort intérieur: ah oui, mais que vont penser les gens? Les gens pensent bien ce qu'ils veulent. Ils sont pas dans nos vies. Et à toutes les personnes qui pensent que oulala, vraiment, c'est hyper ingrat, ça se fait pas et tout. Posez-vous les bonnes questions. Et posez-leur les bonnes questions. Et il faut essayer d'avoir les 2 versions de l'histoire avant de se faire une opinion, réellement fondée et avant de porter un jugement. Parce qu'on se rend pas compte du mal que ça peut faire de porter un jugement qui est sans fondement. Voilà. Merci. Merci pour cette conclusion et merci d'avoir parlé de cette notion du deuil avec moi encore une fois. Espérons qu'un jour que ces sujets soient moins tabous, que justement on en parle plus facilement avec moins de jugement et que on ose aussi s'écouter. Yes. On fait aussi partie. Merci beaucoup Charlène. Merci Delphine. À très vite. Salut. En parlant de ces sujets, nous leur faisons une place dans nos sociétés et c'est ainsi que les tabous peuvent se lever. Je suis vraiment convaincue qu'il est possible de développer notre résilience face à la finitude et au deuil de nos vies. Si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez vous abonner et noter le podcast sur votre plateforme d'écoute. N'hésitez pas aussi à le partager autour de vous et sur vos réseaux. Merci pour votre soutien et sachez que vous pouvez même faire un don. Si vous traversez un deuil et que vous souhaitez être soutenu sur ce chemin, réservez votre séance découverte pour me poser toutes vos questions et connaître ma philosophie d'accompagnement. Mais d'ailleurs, que voulez-vous au menu dans les prochains épisodes ?